Celsius. Si tu crois ça, tu te trompes. En réalité, l'eau peut bouillir à 20 degrés Celsius, même 102 degrés Celsius. Alors, pourquoi tout le monde croit que l'eau bouille à 100 degrés Celsius? Et si je te dis qu'à Mexico City, la capitale de Mexique, l'eau bout à 94 degrés Celsius, pas 100, 94. Et qu'au sommet de l'Everest, l'eau bout à 110 degrés Celsius. Et quand on a du sel dans l'eau, l'eau bout à une température plus haute. Attends, la même eau, les mêmes molécules. Pourtant, des températures d'ébullition complètement différentes. Selon l'endroit où tu te trouves, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une anomalie non plus. C'est de la thermodynamique pure. Et si tu comprends ce qui se passe à l'intérieur de ta casserole, tu ne regarderas plus jamais de l'eau bouillir de la même façon. Reste avec moi, parce que dans les 10 prochaines minutes, on ira là où personne ne va quand on parle de l'eau bouillante. Avant de te donner la vraie réponse, laisse-moi te détruire quelque chose que tu croyais savoir. Certaines personnes pensent que l'eau est froide à 20 degrés Celsius et qu'elle attend sagement 100 degrés Celsius pour bouillir, si comme elle avait un interrupteur. C'est complètement faux. Regarde bien ce qui se passe. À 20 degrés Celsius, certaines molécules de l'eau qui sont à la surface ont assez d'énergie pour s'échapper dans l'air. C'est pour ça que les flaques d'eau disparaissent après la pluie, même sans un soleil intense. C'est ça l'évaporation. Et ça se passe à toutes les températures. Mais voilà la vraie différence. L'évaporation se passe uniquement à la surface de l'eau. Seules les molécules qui ont assez d'énergie et qui sont au bord arrivent à s'échapper dans l'air. Et c'est là que tout devient fou. À 100 degrés Celsius, les molécules de l'eau n'ont plus besoin d'être à la surface avant de s'échapper. Ils peuvent former des bulles de vapeur à l'intérieur du liquide, au milieu, dans ta casserole, partout. C'est ça la vraie ébullition, pas l'évaporation rapide. La vraie question c'est pourquoi c'est exactement 100 degrés Celsius ces bulles peuvent se former, pas avant. Pour comprendre pourquoi 100 degrés Celsius, il faut parler de la pression. En ce moment, la pression au-dessus de ta tête pèse sur tout, sur toi, sur l'eau dans ta casserole. Cette pression, on l'appelle la pression atmosphérique et elle est d'environ 8 atmosphères au niveau de la mer. Et cette pression, elle empêche les bulles de vapeur de se former à l'intérieur du liquide. Elle les écrase avant qu'elles ne puissent exister. Attends, je t'explique le truc avec une image simple. Imagine que tu essaies de souffler dans un ballon sous l'eau. Plus tu es profond, plus la pression de l'eau est forte. Plus c'est difficile de souffler dans le ballon. C'est exactement ce qui se passe à ce niveau. L'atmosphère au-dessus pèse sur tout. La pression à l'intérieur de cette bulle doit être assez forte pour résister à la pression atmosphérique. Cette pression à l'intérieur de la bulle, on appelle ça la pression de la vapeur d'eau. Et elle augmente avec la température. À 20 degrés Celsius, la pression de vapeur est très faible. La bulle ne peut pas résister à l'atmosphère. À 80 degrés Celsius, la pression de vapeur augmente, mais pas assez fort. Voilà le secret. À 100 degrés Celsius, et là seulement, la pression de vapeur atteint exactement la pression atmosphérique. Les bulles peuvent enfin résister. Elles peuvent exister. Elles peuvent remonter. Et là, tu comprends pourquoi Mexico City et l'Everest changent tout. En altitude, il y a moins d'air au-dessus de toi. La pression atmosphérique est plus faible. Donc, l'eau n'a pas besoin d'atteindre 100 degrés Celsius pour que sa pression de vapeur soit égale à la pression atmosphérique. Elle bout plutôt à une température plus basse. À Mexico City, à 2240 mètres d'altitude, la pression atmosphérique est plus faible. L'eau bout à 94 degrés Celsius. Au sommet de l'Everest, à 8849 mètres, la pression est tellement faible que l'eau bout à 110 degrés Celsius. C'est pour ça qu'il est quasi impossible de cuire correctement des pâtes. L'eau bout, mais elle n'est pas assez chaude. Maintenant, accrochez-vous. On va descendre dans le moteur de l'univers pour comprendre ce qui se décide de la température. Pour ça, on a besoin d'un outil de mesure ultra puissant. Imaginons que l'eau est une entreprise. L'entapis des tâches, c'est le coût de fonctionnement. C'est l'énergie qu'il faut dépenser pour maintenir les molécules ensemble, bien arrangées. L'entropie des tâches, c'est le profil potentiel lié au désordre, à la liberté des molécules. Et le juge, la température. En dessous de 100 degrés Celsius, l'entropie des tâches, le coût de liberté est très faible. L'énergie libre de gym est aussi faible. L'eau reste liquide. C'est plus stable. Mais en dessous de 100 degrés Celsius, l'entropie des tâches est très élevée.
La variation d'énergie libre de Gibbs est supérieure à 0. L'eau se transforme efficacement en vapeur. Et exactement à 100 degrés Celsius, regarde bien ce qui se passe. L'énergie libre de Gibbs est égale à 0. Les deux états ont exactement la même énergie libre. L'eau est plus en équilibre parfait entre le liquide et la vapeur. Ni l'un ni l'autre n'est stable. Les deux coexistent, c'est le point d'ébullition. On peut le calculer. Puisque l'énergie libre de Gibbs est égale à 0, alors l'enthalpie moins la température fois l'entropie d'état S est égale à 0. Et là, on tire la température d'ébullition qui donne l'enthalpie sur l'entropie. Pour l'eau, l'enthalpie de vaporisation est d'environ 40 700 joules par mol. La variation d'entropie de vaporisation est de 109 joules par mol et par Kelvin. 40 700 divisé par 109, ça donne 373 Kelvin. Ce n'est pas un choix arbitraire, c'est une conséquence directe des propriétés moléculaires de l'eau et de la loi de la thermodynamique. L'eau bout à 100 degrés Celsius parce que ces molécules sont exactement comme elles sont. Si elles étaient légèrement différentes, si les liaisons hydrogènes étaient plus fortes ou plus faibles, l'eau bouillerait à une autre température. Il existe un outil extraordinaire pour visualiser ça, le diagramme de phase. C'est un graphique avec la température en horizontale et la pression en verticale. Et ce graphique montre dans quel état se trouve une substance entre la température et la pression. Pour l'eau, le diagramme montre trois zones. Solide en bas à gauche, liquide au centre et gaz en haut à droite. Les lignes entre les zones, ce sont des courbes d'équilibre, là où l'énergie libre de J égale à 0. Regarde bien, il y a un point fascinant, le point triple. La température et la pression exacte où les états coexistent simultanément. Pour l'eau, c'est 0,01 degrés Celsius et 611,7 Pascal. À ce point précis, de la glace, de l'eau liquide et de la vapeur coexistent en équilibre parfait, en même temps, dans le même récipient. Au-delà de 314 degrés Celsius et de 218 atmosphères, la distinction entre le liquide et le gaz disparaît complètement. Il n'y a plus de surface entre les deux, plus de transition visible. C'est le flux supercritique, un état de la matière que la plupart des gens ignorent complètement et qui est utilisé dans les industries pour les applications extraordinaires. Maintenant, voilà pourquoi tout ça change ta façon de voir tes objets ordinaires. La cocotte minute, elle augmente la pression à l'intérieur, environ 2 atmosphères. À cette température, l'eau bout à 120 degrés Celsius au lieu de 100 degrés Celsius. L'eau est plus chaude. Les aliments cuisent 2 à 3 fois plus vite. C'est exactement notre formule. Augmentation de la pression atmosphérique et le point d'ébullition monte. Et le sel dans l'eau. Physiquement, le sel dissout en ions sodium et chlore. Imaginez que les ions sodium et chlore sont des gaz du corps. Ils entourent les molécules d'eau et les retiennent physiquement dans la casserole. Pour que l'eau s'évapore, elle doit fournir forcément un effort supplémentaire pour se libérer de l'attraction du sel. Résultat, la pression de vapeur baisse. Il faut chauffer plus fort jusqu'à 101 degrés Celsius, voire 102 degrés Celsius, pour forcer ce passage. C'est ce que l'on appelle l'élévation ébullioscopique. À l'inverse, regardez votre corps. Quand vous faites du sport, vous transpirez. Pourquoi? C'est encore l'énergie de Gibbs qui nous répond. Pour passer de l'état liquide à l'état vapeur, l'eau a besoin d'une énergie. Cette énergie, elle l'apporte à votre paume sous forme de chaleur. Et voilà le lien avec tout ce qu'on a vu ensemble. Quand l'eau passe de l'état liquide à l'état vapeur, l'entropie augmente énormément. Les molécules passent de l'état organisé et dense à un état dispersé et désordonné. La variation d'entropie de vaporisation égale à 109 joules mol par Kelvin. C'est une augmentation d'entropie massive. La nature accepte cette transition seulement quand elle est compensée par l'enthalpie, la chaleur absorbée. Et c'est exactement ce que dit la formule de Gibbs. L'ébullition n'est pas un hasard. C'est la nature qui cherche l'équilibre entre l'enthalpie et l'entropie, entre ordre et désordre, entre chaleur et énergie. C'est un équilibre permanent.
Voilà ce qu'on a appris aujourd'hui. L'eau ne bout pas à 100 degrés Celsius parce que quelqu'un dit que c'est la bonne température. Mais l'eau bout à 100 degrés Celsius parce que c'est là la pression de vapeur de l'eau est égale à la pression atmosphérique au niveau de la mer. C'est là l'énergie libre de Gibbs est nulle. C'est là que les deux états s'équilibrent parfaitement. Change la pression, tu changes le point d'ébullition. C'est pour ça que l'altitude compte. C'est pour ça que la cocotte minute fonctionne. C'est pour ça que ton corps transpire intelligemment. Et maintenant, voilà la question qui me reste. On a parlé de température. 100 degrés Celsius, 94 degrés Celsius, 70 degrés Celsius. Est-ce qu'il existe une autre température limite, une température plus basse qu'on ne pourra jamais atteindre, un mur en dessous duquel rien ne peut aller? On appelle ça le zéro absolu. C'est exactement ce qu'on va explorer dans la vidéo prochaine. Abonne-toi pour plus de sciences.